Bonjour. Alors la scène politique française est, on peut le dire, sous haute tension. Oui, bonjour. Surtout avec cette annonce du Premier ministre, là, sur le vote de confiance demandé à l'Assemblée. Exactement. Et pour décortiquer un peu tout ça, on va s'appuyer sur une source précise, une interview de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement national, oui. C'était sur BFM TV depuis la foire de Châlons, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est de comprendre sa lecture de la crise, sa position sur le vote, ses propositions, enfin sa stratégie globale. Tout à fait. On va regarder son analyse de l'impasse actuelle, sa réponse au vote de confiance, ce qu'il propose sur l'économie, et puis comment il voit l'avenir, dissolution, alliance, tout ça. Parfait. Alors, commençons par le début. Comment Jordan Bardella voit la situation politique actuelle? Son diagnostic, c'est quoi? Eh bien, pour lui, on est face à un, je cite, système à bout de souffle. Ah, carrément. Oui, il dit que c'est la conséquence directe du rejet par les Français aux législatives de la politique Macron. Il pointe plusieurs choses. La pression fiscale, trop de normes. Ce qu'il appelle le fardeau normatif. Exactement. Et puis, ce qu'il perçoit comme du laxisme sur la sécurité et l'immigration. Voilà les causes selon lui. D'accord. Et cette situation parlementaire bloquée sans majorité nette, il l'explique comment? C'est un accident? Pas du tout selon lui. Il est même assez direct là-dessus. Il parle d'une sorte d'accord, main dans la main, comme il dit, entre les macronistes et ce qu'il nomme l'extrême gauche. Au second tour des législatives? Question de blocage, de paralysie pour que ça dure. Donc une paralysie volontaire en quelque sorte, provoquée par ses adversaires. C'est sa lecture, oui. Et ça l'amène à dire que la situation est intenable. Intenable jusqu'en 2027, c'est ça, hein? Tout à fait. Il répète que le pays ne peut pas continuer comme ça. Il parle d'urgence, de problèmes quotidiens. Pour lui, il faut un cap clair et une majorité claire. C'est indispensable pour gouverner. Et face à cette impasse qu'il décrit, il propose quoi comme sortie? Quelle solution? Alors, il met en avant deux scénarios principaux. Le premier, et ça semble être sa préférence, c'est de retourner devant les électeurs, donc une nouvelle dissolution de l'Assemblée. D'accord. Et il insiste d'ailleurs pour que cette fois, on respecte le résultat du premier tour lors du second. Une sorte d'appel à la loyauté du vote. Et la deuxième option? Plus radical, la démission du président de la République. Ça entraînerait une présidentielle anticipée. Donc, dans les deux cas, un retour aux urnes. Abordons maintenant ce fameux vote de confiance prévu le 8 septembre. Sa réaction à l'annonce du Premier ministre? Il dit ne pas être surpris. Pour lui, ça confirme juste la gravité de la situation qu'il dénonçait déjà, et il en profite pour critiquer à nouveau le bilan du gouvernement. La dette, les déficits, la perte de confiance. Et donc la position du RN sur ce vote est, on s'en doute un peu. Ah oui, sans aucune ambiguïté. Il a dit tout de suite « vote contre la confiance ». C'est évident, dit-il. Il exclut même l'abstention. Pourquoi évident? C'est une question de cohérence. C'est comme ça qu'il le présente, oui. Une cohérence dans l'opposition aux politiques menées qu'il juge mauvaises pour le pays. Et il donne des exemples concrets pour justifier ce vote contre? Il se base sur quoi? Oui, il revient notamment sur le budget précédent, celui de Michel Barnier. Selon Bardella, c'est grâce à la motion de censure du RN qui a fait tomber ce gouvernement qu'on a évité certaines choses. Comme quoi, par exemple? Des hausses d'impôts, le déremboursement de médicaments ou la non-réindexation des retraites sur l'inflation. C'est ce qu'il affirme. Et il critique aussi ce qui se prépare avec l'équipe Bayrou. Ah oui. Qu'est-ce qu'il critique dans le projet de Bayrou? Notamment l'idée de supprimer des jours fériés. Ça a été évoqué. Et surtout, l'annonce de 20 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en plus. Ça, il est farouchement contre. Ce qui nous amène à sa vision économique. Mais avant ça, il y a cette rencontre prévue avec le Premier ministre, non? Entre Marine Le Pen et François Bayrou? Oui, il confirme qu'elle aura lieu. Mais attention, il précise tout de suite que c'est juste pour redire leur opposition. Il est très sceptique sur d'éventuelles négociations. Il a une formule assez parlante d'ailleurs. Oui, je ne crois pas au Père Noël. Voilà. Pour lui, tant que les efforts pèsent sur les Français qui travaillent et qu'on ne touche pas à ce qu'il appelle la mauvaise dépense publique, il n'y a pas de discussion possible. Justement, cette mauvaise dépense publique, c'est central chez lui. Qu'est-ce que le RN propose alors? S'il refuse les 20 milliards de prélèvements, il trouve l'argent où? Pourquoi? Parce que selon lui, ça ne s'accompagne pas d'économies sur ces fameuses dépenses inefficaces. Et donc, il propose un plan d'économie? Oui, et il avance un chiffre, 100 milliards d'euros. 100 milliards, c'est énorme. Comment il compte y arriver? C'est détaillé? Il donne plusieurs pistes. La première, c'est l'immigration. Il cible les aides sociales aux étrangers. Il avance le chiffre de 15 milliards par an.
en citant une source? Oui, il dit que c'est une fourchette basse de l'Institut Montaigne. Et il propose des conditions plus strictes, les allocations familiales réservées aux foyers avec au moins un parent français, et le RSA conditionné à 5 ans de travail en France. Pas juste de présence. D'accord, ça c'est le premier levier. Et ensuite? Deuxième axe, la contribution de la France au budget de l'UE. Il n'est pas d'accord avec l'augmentation prévue. Il demande pourquoi la France n'a pas de rabais, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, selon lui. Il parle de 5 milliards de hausse qu'il juge inacceptable. Ok, donc immigration, contribution européenne. D'autres pistes pour ces 100 milliards? Il y a aussi l'aide publique au développement. Il s'interroge sur l'aide à certains pays, il cite l'Algérie, ou le financement par l'UE d'un réseau d'eau à Gaza. Alors qu'il y a des besoins en France. C'est ça. Il prend l'exemple de l'eau potable en Outre-mer, où il dit qu'un habitant sur 3 n'y a pas accès. Et enfin, dernière piste, le fonctionnement de l'État lui-même. C'est-à-dire? Réduire le coût de certaines agences publiques, simplifier ce qu'il appelle le millefeuille administratif. Bon, il balaye un peu les critiques sur ces chiffres en renvoyant la balle à ses adversaires sur leur propre bilan. On a donc le volet économie. Mais pour la croissance, pour relancer l'activité, quelle est sa stratégie? C'est l'autre pan important. Il parle d'un vent de liberté pour les entreprises. Concrètement? D'abord, alléger le fardeau normatif, faire une pause sur les nouvelles normes, françaises ou européennes, surtout environnementales. Il appelle ça un impôt de papier. Ensuite, un point très fort, un prix français de l'électricité. C'est-à-dire sortir des règles européennes. Exactement. Déconnecter le prix de l'électricité française du prix du gaz, souvent lié à l'Allemagne. L'objectif, c'est d'avoir un prix stable, autour de 60 € le mégawattheure. Ce serait un gros avantage pour les entreprises et les ménages. Et on retrouve aussi l'idée de préférence nationale. Oui, le patriotisme économique. Donner la priorité aux producteurs français ou européens à la rigueur dans les marchés publics. Il cite les agriculteurs. Et plus globalement, il est assez optimiste. Il pense que la croissance peut résoudre le problème de la dette. En citant des exemples. Oui, il mentionne les États-Unis ou l'Italie de Meloni qui, dit-il, ont une bonne dynamique malgré une dette élevée. Bon, tout ça, ça suscite des réactions, évidemment. On l'accuse, lui et son parti, de créer de l'instabilité. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Il rejette complètement cette accusation. Pour lui, l'instabilité, elle vient pas du RN. Elle vient de l'alliance post-législative entre Macron et Mélenchon, selon ses termes. Comment ça? Il dit que c'est cette alliance qui a empêché le RN d'avoir la majorité absolue en 2024. Et que c'est cette majorité absolue qui aurait justement amené la stabilité. Donc il retourne l'accusation. Il y a eu aussi cette polémique lancée par le Premier ministre sur les boomers. Comment il réagit? Il condamne très fermement. Il y voit une tentative de diviser les Français, il refuse d'opposer les générations, il se positionne comme le défenseur de la France qui travaille, mais aussi de celle qui a travaillé. Il rejette le terme boomer. Oui, par respect, dit-il. Son but, c'est de rassembler, pas de cliver. Autre sujet politique, la motion de destitution du président, évoquée par LFI. Sa position là-dessus. L'Assemblée et au Sénat, c'est quasi impossible. Et la deuxième raison? Il trouve ça hypocrite de la part de LFI. Il rappelle qu'ils ont plusieurs fois appelé à voter Macron pour faire barrage au RN. Donc, on en revient à la stratégie future. Le scénario qu'il souhaite, c'est clairement des élections anticipées. Ah oui, sans l'ombre d'un doute. Dissolution et nouvelles législatives, c'est ce qu'il réclame haut et fort. Il demande au président de s'en remettre aux urnes. Et si ça arrive, s'il y a dissolution, il irait à Matignon sous quelles conditions? Là, il est très clair. Uniquement avec une majorité absolue, c'est-à-dire au moins 289 députés. Pas question d'un gouvernement de coalition ou minoritaire. Non. Il refuse de faire de la figuration. Il dit qu'un gouvernement avec une majorité relative, là ils ont 143 députés avec les alliés, Ciotti, LR, serait trop fragile, renversable par une motion de censure. Donc, c'est majorité absolue ou rien. Mais est-ce que le RN est prêt pour des législatives fortes? Il avait admis des ratés dans le choix des candidats par le passé. Oui, il reconnaît qu'il y a eu des brebis galeuses, c'est son expression. Mais il assure que le filtrage des candidats est beaucoup plus strict maintenant. Il met en avant une évolution du parti aussi. Oui, il dit que 95% des adhérents sont nouveaux depuis 10 ans. Et sur l'affaire récente des groupes Facebook haineux, il minimise un peu. Il suggère que certains élus y ont été ajoutés sans le vouloir et critique un traitement médiatique à géométrie variable. Un point délicat. La situation judiciaire de Marine Le Pen. Comment il en parle? Il confirme la condamnation en première instance, oui, dans l'affaire des assistants parlementaires, avec une peine d'inéligibilité qui est applicable tout de suite, même s'il y a appel. C'est l'exécution provisoire.
Mais elle a fait appel. Oui, elle a fait appel. Donc, il insiste sur la présomption d'innocence. Il parle d'un chemin juridique étroit pour qu'elle puisse quand même se présenter s'il y a des législatives. Comment ça se passerait? Elle déposerait sa candidature et ce serait au Conseil constitutionnel de décider si elle est valide ou non, peut-être en se basant sur une décision passée. Il lui affiche une loyauté totale, personnelle et politique. Et lui-même, Jordan Bardella? S'il y a dissolution, il quitte son poste d'eurodéputé pour être candidat en France? C'est pas décidé, il ira là où il pense être le plus utile. L'interview aborde aussi la fameuse union des droites. Sa vision là-dessus? Pour lui, le clivage gauche-droite s'est dépassé. Son but, c'est de rassembler au-delà de son parti. Il tend la main aux orphelins de la droite, ceux qui ne se reconnaissent pas dans le macronisme. L'alliance avec Ciotti, c'est un exemple de ça. Il fait une comparaison avec Sarkozy en 2007. Oui, il dit que l'idée de rassembler classe populaire et bourgeoisie patriote, c'est bien, mais il critique fortement les résultats de Sarkozy, surtout sur la sécurité, la justice, l'immigration. Et il est très dur avec certains LR actuels comme Ritaglio ou Wauquiez. Il les juge trop proches de Macron. Oui, trop proche ou trop soumis. Son objectif final, c'est de rassembler tous ceux qui aiment la France. Donc une ouverture, mais ciblée. Pour finir, il parle du mouvement social du 10 septembre et des ingérences étrangères. Quelle est la position du RN? Il prend ses distances avec l'appel au blocage. Il reconnaît l'origine citoyenne, mais juge le mouvement devenu toxique. Pourquoi toxique? À cause de la récupération par l'extrême gauche, selon lui. Il craint que ça mène à des violences et que ça dénature les revendications de départ. Et donc le RN ne participe pas. Non. Il prône le vote comme moyen d'action, pas le blocage. Il défend la liberté de manifester pacifiquement, mais aucun élu RN n'ira dans les cortèges du 10 septembre. La priorité, c'est de préparer l'alternance par les urnes. Et sur les soupçons d'ingérence russe dans ce mouvement, Il soutient les services de renseignement, hein? Oui, il exprime son soutien, il évoque même une possible ingérence française en Moldavie pour montrer que c'est complexe. Sur la Russie, il la qualifie de menace multidimensionnelle, mais aussi de puissance nucléaire avec laquelle il faut être prudent. Il réaffirme le soutien au rôle de la France dans la sécurité européenne, dans l'OTAN, etc. Bien. Bon, si on résume, on a une posture très ferme, opposition frontale, appel aux élections comme seule issue, et un projet économique qui mêle coupe ciblée et libéralisation teintée de patriotisme. C'est exactement ça, une ligne très claire, vote contre la confiance, dissolution comme objectif numéro 1, pour obtenir cette fameuse majorité absolue, les 289 sièges, sans lesquels il ne gouvernera pas, et pour ça, mobiliser sa base et attirer une partie de la droite anti-Macron. Et pour conclure, on voit bien dans cette interview, comme souvent en ce moment, ces appels au peuple, au bon sens. Ça résonne avec un sentiment de déclassement, de ras-le-bol fiscal et normatif chez une partie des Français. Oui, tout à fait. Et ça pose une question, au-delà des stratégies politiques immédiates, qu'est-ce que ces tensions révèlent de plus profond sur la société française? Et surtout, quelles réponses durables les différentes forces politiques pourront-elles apporter, qu'il y ait des élections bientôt ou pas? Voilà une question intéressante pour suivre à la suite. Merci d'avoir été à l'écoute.